activité qui évidemment n'est pas forcément propice à la discussion, mais qui est propice à la bonne ambiance. Donc l'un dans l'autre, on devrait y arriver. Merci donc d'être venu assister à ce débat sur la rentrée avec des militants, des militantes du NPA. Donc je vais laisser la parole sans plus attendre. Donc on sera 4 à intervenir. Je vais laisser la parole sans plus attendre à Rémi, qui est cheminot à Gare de Saint-Lazare, qui est membre du NPA également. Merci Rémi. Merci. Je vais faire un petit point d'actualité internationale. Et bien sûr, pour commencer, je voudrais adresser nos pensées et notre solidarité au peuple marocain et libyen. Bien sûr, ce n'est presque rien, mais au moins de notre part, ce n'est pas hypocrite. Pas comme quand Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, fait part de sa tristesse pour le Maroc entre deux discours anti-immigrés et islamophobes. Pas comme quand Macron se dit bouleversé tout en semblant ouvert à un nauséabond référendum en France sur l'immigration. Pour ces gens-là, les Marocains sont bien quand ils sont chez eux, dans leur pays, à endurer des malheurs, ou quand ils sont choisis pour venir travailler durement ici au gré des fluctuations des marchés et des besoins de main-d'œuvre. Alors, le comble de l'indécence, il est sans doute atteint quand ces bons sentiments qui ne coûtent pas cher sont exprimés au sujet de la Libye par Macron et par le porte-parole du département d'État américain. Eux qui sont les dirigeants de deux grandes puissances qui bombardaient en 2011 ce pays avant de le plonger dans le chaos. Bien sûr, les drames qui ont frappé le Maroc et la Libye sont d'origine naturelle. Un séisme, une tempête. Mais si les conséquences en vie humaine, en destruction matérielle, sont aussi énormes, c'est parce que ces phénomènes ont eu lieu dans des pays pauvres, et qui ne sont pauvres ni par malchance ni par hasard. La même tempête qui a frappé la Libye avait frappé avant la Grèce, la Bulgarie, la Turquie, et il y avait fait 27 morts. On parle d'un bilan qui pourrait atteindre 20 000 personnes décédées en Libye. Au Maroc, une région du Haut-Atlas, au sud-ouest de Marrakech, est particulièrement meurtrie, car les habitations y sont faites en terre et en argile. Mohamed VI, le roi du Maroc, qui était à Paris au moment du séisme, logé dans son hôtel particulier dont on peut présumer qu'il est aux normes antisismiques. La fortune du souverain est d'ailleurs estimée à 6 milliards d'euros. Et c'est encore peu de choses à côté des profits que les grandes entreprises françaises et d'ailleurs réalisent sur le dos des Marocains et sous la protection du régime. Tout cela est à comparer avec les 5 millions d'euros débloqués par le ministère des Affaires étrangères au profit des ONG intervenant au Maroc. Alors, l'aide humanitaire, elle est nécessaire et urgente bien sûr, mais les millions d'euros qu'elle récoltera par l'aide des États ou des dons privés ne permettra pas de changer la trajectoire de ces pays et de leur population. Reconstruire au plus vite des taudis, voire simplement entasser les gens sous des tentes pour une durée indéterminée, verrouiller en même temps toujours plus les frontières, alors que l'Europe pourrait accueillir les réfugiés qu'ils souhaitent, et surtout s'arranger pour que les affaires reprennent au plus vite. Voilà les seuls soucis des bourgeoisies des différents pays. Mais au deuil, à l'effroi, à la tristesse, pourrait bien succéder la colère des populations marocaines et libyennes, une colère qui serait sacrément légitime et qui viendrait peut-être bousculer les règles du jeu. Tout de même, l'élan de solidarité qui s'exprime, et en particulier ici dans les classes populaires, a quelque chose de réconfortant. Pareille vague avait également eu lieu au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine. Cette guerre qui rappelait avec brutalité aux populations européennes la célèbre phrase de Jaurès « Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage ». À l'époque, l'accueil des réfugiés ukrainiens allait de soi dans la tête de tout le monde. Et c'était alors un point d'appui pour nous, pour dire qu'il n'y a pas d'un côté les bons et de l'autre les mauvais migrants, tout comme il n'y a pas les bons et les mauvais réfugiés de guerre. Et que ceux qui disent le contraire sont non seulement moralement indéfendables, mais cherchent ainsi à diviser notre classe sociale et à affaiblir ses capacités à défendre ses intérêts. La guerre en Ukraine, elle a commencé maintenant il y a plus de 18 mois. Elle s'est en quelque sorte installée un peu dans le paysage avec son lot d'horreur.
Ni côté russe, ni côté ukrainien, on dispose de chiffres officiels. Les dernières estimations circulant dans la presse portent à 120 000 dans l'armée russe et 70 000 dans l'armée ukrainienne le nombre de morts. S'y ajoutent les blessés, portant le total à 500 000 blessés et tués. Une véritable boucherie. S'y ajoutent aussi les 8 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays et les 8 millions de réfugiés à l'extérieur. Pas étonnant que le peuple ukrainien cherche tous les moyens d'en finir avec cette barbarie, que la population veuille résister, y compris les armes à la main face à cette agression. Nul peuple ne peut vouloir vivre sous la botte d'une armée d'occupation. C'est par solidarité évidente avec la population ukrainienne, mais aussi par conviction internationaliste, que nous affirmons que Poutine et son armée doivent partir. Troupes russes hors d'Ukraine, pour que le peuple ukrainien puisse librement décider de son sort. Mais est-ce que Zelensky peut offrir une issue favorable? Rien n'est moins sûr. Pourtant, l'ami des oligarques et du monde bourgeois occidental, pourtant garant d'un ordre capitaliste en Ukraine comme il l'a prouvé en s'attaquant au code du travail là-bas en pleine guerre, il en est réduit même lui à des jérémiades à chaque sommet international pour quémander quelques armes qu'on lui vend au prix qu'il faut. Une belle opération pour les profiteurs de guerre, en premier lieu les entreprises de l'industrie d'armement qui ont vu leurs bénéfices exploser. C'est le coup classique de toutes les guerres sous le capitalisme, victimes par milliers sur le front et profiteurs de guerre qui empochent les milliards à l'arrière. La guerre est bel et bien l'illustration d'un monde dégueulasse, et c'est précisément parce que nous voulons en finir avec les guerres que nous voulons renverser une bonne fois pour toutes la société capitaliste qui les nourrit. Si le peuple ukrainien a en Poutine un ennemi bien défini, il a également bon nombre de faux amis qui ne poursuivent que leurs propres intérêts de puissance impérialiste. Les relations entre les impérialismes occidentaux et l'impérialisme russe n'ont d'ailleurs pas toujours été aussi tendues. Car c'est Poutine qui assure le rôle de gendarme de cette partie du monde. En plus de la Syrie, il a su aider à la répression de soulèvements populaires en Biélorussie et au Kazakhstan ces dernières années. Ce que personne, et surtout pas ces alter-ego impérialistes américains, allemands ou français, ne lui ont reproché. Au contraire. Car ce faisant, ils défendaient leurs intérêts à eux aussi dans la zone. Surtout au Kazakhstan, riche de son uranium, convoité, au moment où certaines sources d'approvisionnement comme au Niger pourraient bien être menacées. Pour ne pas se retrouver otage des calculs des grandes puissances impérialistes, il faut lutter et résister, certes, mais en toute indépendance politique des forces bourgeoises qui mènent à l'impasse. Pour le peuple ukrainien, cela veut dire combattre la guerre de Poutine et non contre les Russes. Pour les travailleurs et les peuples du monde entier, cela veut dire ne faire confiance ni à Poutine, ni à Macron, ni à Biden. Ces puissances impérialistes ne défendent que leurs intérêts propres et défendent en commun l'ordre capitaliste mondial. Pas de guerre entre les peuples, pas de paix entre les classes. Pour finir, je voudrais adresser nos pensées, notre solidarité à l'ambassadeur de France au Niger, dont Macron a affirmé hier qu'il est retenu en otage. Non, ce coup-ci, c'est hypocrite. Parce que les coups d'État au Niger et au Gabon, l'impérialisme français, il les a pas volés. Catherine Colonna, le ministre des Affaires étrangères en France, a beau déclarer que la France-Afrique est morte depuis longtemps, ce sont toujours les mêmes grands trusts français, les Total, les Bouygues, les Orano, entre autres, qui pillent les ressources naturelles et exploitent les salariés des ex-pays colonisés, appuyés par la présence militaire française et ou par des régimes à leur botte. Que ces régimes soient dictatoriaux, l'impérialisme français n'y trouve rien à redire, du moment que ce sont des régimes amis. Macron a été le seul dirigeant politique occidental à aller aux funérailles d'Idriss Déby, dictateur du Tchad, qui avait accédé au pouvoir par un coup d'État en 1990. Alors au NPA, nous ne saluons pas, à l'instar de Fabien Roussel, les troupes militaires françaises pour leur efficacité dans l'évacuation des ressortissants français du Niger. Nous ne déplorons pas, à l'instar de Jean-Luc Mélenchon, la baisse des effectifs diplomatiques, prétendument responsables du fait que la France n'aurait rien vu venir de ces coups d'État. Nous disons sans détour, troupes françaises hors d'Afrique.
Dans le fond, ce qui chagrine le grand actionnaire français et les politiciens à leur solde, c'est que les militaires, nouvellement au pouvoir, menacent de remplacer le maître français et ses intérêts par d'autres, américains ou russes. Ces nouveaux dirigeants, issus d'ailleurs des flancs des régimes précédents, et qui s'appuient sur les sentiments légitimes anti-français, n'ont rien d'autre à proposer aux classes populaires du Niger et du Gabon que le remplacement d'un impérialisme par un autre. Là aussi, il faudra que les travailleuses et travailleurs s'organisent indépendamment d'eux pour espérer se débarrasser de toute oppression et de tous les impérialismes. Même si la France-Afrique a subi ces dernières années des revers, on est loin d'en avoir fini avec elle. Et pour creuser ces discussions sur ce sujet, on fait un topo demain à 15h également. Merci Rémi. Je vais maintenant laisser la parole à Thaïs, membre du NPA Jeunes, sur la question des violences policières et des migrants. Merci Thaïs. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous passez une bonne fête de l'humain. Donc moi, comme l'a dit Armel, c'est Thaïs et je vais parler pour le NPA Jeunes. Donc je vais commencer par parler de cette rentrée qui se fait sous le signe de l'inflation. Enfin, pas au stand du NPA, je vous invite à y passer. Non mais plus sérieusement, sous le signe de l'inflation, mais aussi de la surenchère autoritaire du gouvernement. Et les deux sont liés. C'est bien parce que la situation sociale, elle se tend, que le gouvernement il a besoin de flics et de provocations racistes. Il y en a, y compris dans cette fête de l'humain, qui parle de police républicaine. Eh bien, on l'a vu à l'œuvre cet été, la police républicaine, pour réprimer violemment les jeunes des quartiers populaires quand la colère a explosé après le meurtre de Naël à Nanterre. Un crime qui n'avait rien d'une bavure ou d'un événement isolé. Rien que dans les 9 mois précédents, la police elle avait tué 15 personnes par arme à feu, prétextant des refus d'obtempérer. Oui, la police tue. Cette police raciste qui vote Le Pen ou Zemmour, mais qui travaille pour Macron et Darmanin. Elle tue dans les quartiers populaires, car qui peut imaginer la scène de la mort de Naël dans un quartier riche? Alors face à ces violences policières, la révolte est légitime et elle est nécessaire. Nous, au NPA, on n'appelle pas plus au calme qu'à l'apaisement, parce que c'est justement au calme que la police raciste et brutalise les jeunes dans les quartiers pauvres. C'est dans le calme que ces quartiers ils s'enfoncent dans la pauvreté, et c'est au calme que le patronat y exploite et y licencie. Oui, c'est bien une partie de la classe ouvrière qui s'est révoltée l'été dernier, et elle fait face à la même police que celle qui mutilait les gilets jaunes, les manifestants de Sainte-Soline et les salariés en lutte pour les retraites. La même police qui défend la République des riches, les armes à la main. Et elle continuera tant qu'on ne sera pas débarrassé de cet État au service des patrons. Les forces de l'ordre, comme ils les appellent, elles défendent cet ordre social injuste, ce système capitaliste fondé sur l'exploitation patronale, ce système capitaliste qui produit autant de richesses pour des actionnaires et que de pauvreté dans la classe ouvrière. C'est la nature même de la police que de maintenir l'ordre dans cette société profondément injuste et inégalitaire, de contenir la contestation sociale et de réprimer les plus pauvres. Alors contre ces injustices, les jeunes ils ont raison de se révolter. Pas de justice, pas de paix. Ce slogan il est toujours d'actualité. Face à la guerre de classe que mènent le patronat et sa police, on ne veut pas la paix. Au contraire, on veut passer à l'offensive. Et c'est exactement ça ce qui leur fait peur là-haut, à Macron et aux grandes entreprises pour lesquelles ils gouvernent. Alors ils tapent, comme si la répression allait éviter l'explosion sociale. C'est pour ça qu'ils ont tabassé les jeunes cet été, comme Eddy à Marseille. C'est pour ça qu'après les flics, les juges en ont remis une couche et ont condamné des centaines de jeunes à des peines de prison pour rien. Une véritable vengeance de classe pour dissuader les jeunes de recommencer. Mais ce n'est pas la répression qui va étouffer la colère sociale. Alors après avoir envoyé l'antiterrorisme et l'anti-gang contre les jeunes dans le quartier populaire, il commence l'année scolaire avec une vieille provocation raciste sur les abayas. Avec Macron qui nous explique sérieusement qu'il faut réglementer les vêtements des jeunes filles parce que Samuel Paty a été assassiné par un terroriste. Non mais si l'abaya mène aux terroristes, bientôt c'est pas des référents laïcité qui vous mettent dans les lycées, c'est carrément le GIGN.
Enfin, de toute façon, on n'entend plus ces réflexions débiles. Il se fait siffler partout où il va. Et tant mieux. Mais c'est pas un hasard si cette énième manœuvre raciste elle arrive aujourd'hui, comme la nouvelle loi anti-immigrés que prépare le gouvernement. Dernière en date, Macron parle de réviser la Constitution pour faire un référendum sur l'immigration. Et il y a des gens à gauche, par exemple Fabien Roussel s'il est dans le coin, qui marchent là-dedans, dans cette tentative grossière de diviser le monde du travail. Comme si on avait à choisir entre d'un côté les gros racistes de droite et d'extrême droite qui veulent virer tous les immigrés, et de l'autre, les faux culs de la centrale gauche qui veulent trier les migrants pour les besoins du patronat. Vous avez vu passer cette tribune signée par les Verts, le PCF, le PS, avec des macronistes. 15 ans après, ils ressortent des poubelles de Sarkozy, l'immigration choisie par les exploiteurs. Et alors, les migrants gelés dans les Alpes, enfermés dans les camps en Grèce, harcelés par la police à Calais, et ceux qui meurent dans la Méditerranée, on les laisse rentrer ou pas? On vérifie d'abord s'ils peuvent vider les poubelles, porter des sacs de ciment sur les chantiers, faire la plonge dans les restos ou laver les toilettes. C'est pour ça, c'est ça, pour eux l'humanité. Certainement pas. Nous, au NPA, on marche pas dans leurs combines. Malgré leurs frontières, il n'y a qu'une seule et même classe ouvrière. Alors, on est pour l'ouverture des frontières, sans condition, des papiers pour toutes et tous, ou pas de papier du tout. Et heureusement, les sans-papiers, ils n'ont pas attendu la bienveillance de 30 parlementaires pour exiger leurs droits, comme le rappelaient les grévistes du Chronopost tout à l'heure ici même. Ces opérations de diversion et de division, elles servent à détourner l'attention et la colère. Oui, Macron, il est manifestement prêt à tout pour éviter que la colère sociale, elle éclate sur notre terrain, comme au printemps contre la réforme des retraites. Cette fuite en avant raciste, autoritaire et xénophobe, non seulement elle copie l'extrême droite, mais elle peut lui préparer le terrain. C'est Macron qui dénonce la culture woke, qui parle de recivilisation des banlieues et qui réhabilite Pétain. Et il se présente comme un barrage à Le Pen. C'est quoi l'idée? Si l'extrême droite, elle est déjà au pouvoir, elle ne pourrait pas arriver plus tard. Non mais d'un côté, une politique anti-pauvre qui alimente la démagogie lepéniste et le tout sauf Macron. De l'autre, la surenchère raciste. Macron, c'est pas un barrage, c'est une rampe de lancement pour l'extrême droite. Alors, on va combattre les deux ensemble. Mais rien ne dit que ce racisme qui vient d'en haut va fonctionner. Rien ne dit que le monde du travail va se laisser diviser. Rien ne dit que cette surenchère autoritaire, elle est irrésistible. Au contraire, on sort de 6 mois de lutte contre le gouvernement et le patronat sur les retraites, d'un soulèvement de la jeunesse populaire, d'une vague de grève sur les salaires. Alors pour nous, au NPA Jeunes, l'apaisement, c'est pas le moment. C'est pourquoi le NPA sera présent à la manifestation du 23 septembre contre les violences policières et le racisme d'État. Pas pour réformer la police et demander à Macron d'écouter le peuple. Quand la lutte des classes, elle se durcit, c'est pas l'état de droit et la police républicaine qui vont nous sauver. Pas plus que les conférences sociales avec Macron, même si elles durent toute la nuit. Ce sont nos luttes qui inverseront la tendance et qui jetteront dans les poubelles de l'histoire ce système capitaliste. Ce sera quand on sera débarrassé du patronat et qu'on sera débarrassé de la police et du racisme, et le plus tôt sera le mieux. Alors nous, au NPA, on milite pour accélérer le processus car il y a urgence révolution. Je vous remercie. Merci Thaïs, c'est moi qui vais prendre la parole. Donc moi je suis Armelle, institutrice à Gennevilliers dans le 92, membre du NPA. Je voudrais commencer d'abord cette intervention pour dire l'extraordinaire chance peut-être que l'on a d'être ici en ce début d'année, parce qu'on est des milliers, on va être des milliers à passer ce week-end à un moment où bien sûr la situation est difficile. Il y a de nouveau une guerre en Europe, l'offensive de la bourgeoisie est majeure, mais dans une situation aussi où on a vécu une des plus grosses mobilisations sociales de ces 25 dernières années. Donc cette fête, elle ne se passe pas à n'importe quel moment. La situation politique et sociale dans le monde et en France, et je voudrais faire mienne peut-être un peu l'entête du stand qu'il y a à côté. Je crois que ce sont les JC des Bouches-du-Rhône qui disent « Organise ta colère ». Et moi, c'est évidemment plutôt ce levier-là que j'ai envie de prendre, plutôt que celui qui
ou d'une autre, l'intersyndicale a appelé à 14 journées de grève et de mobilisation. Bien sûr, il n'y a pas de victoire revendicative à la clé, mais en fait, peut-être que cette question-là, on pourrait la laisser derrière nous. Parce que comment pourrait-il en être autrement? Comment d'un côté, on peut analyser qu'on est face à un gouvernement ultra répressif, de plus en plus autoritaire, et de l'autre penser qu'on va faire comme d'habitude, des journées saute-mouton, un truc un peu, voilà, comme on fait tous les ans, quoi. On y va, on se montre, puis là, cette année, on a été obligé d'aller un tout petit peu plus loin. Alors bien sûr, la grève générale, elle ne se décrète pas. Ça, on l'a assez entendu, et je crois que sur cette fête, on l'a entendu bien des fois, depuis bien des années, voire des décennies. Mais au bout de plusieurs semaines de mobilisation, au bout de plusieurs semaines de grève, voire de grève reconductible, quand la colère ne retombe pas, qu'elle se transforme, des manifs de nuit, des manifs monstres, des casseroles, des grèves reconductibles, des occupations, il est bien le moment quand même de tenter d'appeler à cette fameuse grève générale. Parce qu'on n'a rien à perdre en réalité, à y tenter. Aujourd'hui, ceux qui ont relevé la tête durant cette mobilisation, ceux qui l'ont prise à bras-le-corps, ceux qui ont fait grève plusieurs jours, voire plusieurs semaines de suite, ils ne sont pas défaits. Et c'est tant mieux qu'ils ne le soient pas. Parce qu'il est évident qu'en cette rentrée, notre tâche à nous tous et toutes est immense. Elle est immense parce que de fait, la brutalité de la bourgeoisie est sans commune mesure. Mais en plus de leur brutalité, ils nous mentent. Ils nous mentent d'abord, et à peu près sans complexe, il faut bien le dire, ils nous mentent d'abord sur l'inflation. Alors d'après donc Bruno Le Maire, l'inflation, elle n'a pas bougé. Elle est de 4,3% sur un an. Il se trouve que rien qu'au mois d'août, elle était à 4,8%. En fait, c'est pas dur, ce sont des chiffres de l'INSEE. On imagine que dans les services de Bruno Le Maire, ils les ont aussi. Et qu'au mois de juillet, l'augmentation de l'inflation, rien que pour l'alimentation, était de 14%. Mais il ment aussi, et je vais le dire d'autant plus que bien sûr, comme pour tous, la rentrée des classes, c'était un tout petit peu d'actualité, vous vous en êtes rendu compte. On a en plus la chance d'avoir un nouveau ministre. Alors moi je suis du 92, ce nouveau ministre de l'Éducation, on le connaît bien parce que figurez-vous que pendant une grève des postiers, il avait encore du service sur le 92, il s'était déguisé en postier et il s'était baladé dans sa circo pour dire regardez, moi je mets le gilet de postier et je distribue le courrier parce que ces feignasses sont toujours en grève. Autant vous dire que nous dans l'éducation, donc ce gars, on l'aime bien, hein, vous l'avez bien sûr reconnu. La rentrée des classes donc qui se passe visiblement très bien pour le ministère. Qu'en est-elle? Il y a 3200 postes au concours qui n'ont pas été pourvus, donc on part déjà avec 3200 postes qui n'existent pas, donc des enseignants, des enseignantes qui ne sont pas là. Rien que dans la ville où je travaille, il y a 8 classes qui n'ont actuellement pas d'enseignants, pas de remplaçants, ça va de la maternelle au CM2. On chiffre à peu près que 48% des établissements du secondaire ont au moins un poste en moins, un prof en moins, quelqu'un qui existe, qui était nommé et qui n'est pas là. Bon voilà, deuxième mensonge. Troisième, toujours dans notre secteur, je vous le dis quand même parce qu'il y a une grosse propagande sur l'augmentation des salaires chez les enseignants. Alors évidemment, c'est un peu l'épouvantail qu'on agite, quoi. Parce que bien sûr, face à un très très grand nombre de salariés de plus en plus précarisés, un fonctionnaire, qui plus est de l'éducation nationale, ne devrait pas avoir à se plaindre. Quelques chiffres quand même, en 20 ans, les enseignants ont perdu entre 15 et 20% du pouvoir d'achat. Est-ce que ça fait d'eux les salariés les plus pauvres du monde du travail? Non. Est-ce que ça enrichit les autres? Non. Ça veut dire que cette question des salaires, elle est un combat qui est commun, y compris en ayant conscience qu'on n'a pas toutes et tous le même niveau de vie. Mais par contre, on a un intérêt commun face au patronat, face à ce gouvernement qui reprend et reprend encore. Et on le dit d'autant plus que, bien sûr, comme tout le monde, vous avez vu, suite aux catastrophes, il y a toutes les catastrophes qui ont été décrites par Rémi, et puis aussi les catastrophes sociales, les Restos du Cœur, incapables, dans l'impossibilité de faire face à la demande récurrente. Rien qu'à Paris, l'aide alimentaire pour les étudiants, les seuls étudiants, est en constante augmentation. Alors Bernard Arnault, lui, je vous parle de lui pas parce que
je l'aime bien, mais c'est quand même un peu une énorme démonstration. Il a donc donné 10 millions d'euros pour faire un don de 10 millions d'euros pour les Restos du Cœur. Je rentre même pas dans la polémique défiscalisé ou pas. J'ai envie de dire presque à ce niveau-là, c'est pas le problème. C'est pas le problème. Le truc, c'est que nous, on nous dit enseignants, on vous augmente, et fonctionnaires de 1 à 25%, fermez vos bouches. Et le gars, en un jour, arrive à débloquer 10 millions d'euros. Alors pareil, il y a une autre polémique. Est-ce que c'est 0,004% de sa fortune ou bien 0,005% de sa fortune? Alors, selon Challenge ou Force, ça dépend. Ça dépend, mais regardez les marges. Selon Challenge, sa fortune personnelle en 2023 était de 203 milliards. Et selon Forbes, de 190 milliards. Donc, il y en a un qui revoit un peu les chiffres à la baisse, dans une fourchette qui évidemment est démentielle. Pourquoi je vous parle de sa fortune? Il n'est pas le seul, Bernard Arnault, bien sûr, des crapules comme lui. Il y en a un petit paquet, même si on est beaucoup plus nombreux. Et c'est bien de ça dont il faut se saisir. Je vous parle de ça parce que véritablement, l'argent, il en dégueule tellement. Et on sait tellement où il est, que c'est même un petit peu un drame qu'on n'ait pas encore réussi à aller leur piquer. Et c'est bien sûr ça un petit peu la discussion qu'on a envie d'avoir ici, parce qu'une fois qu'on a dit en juin et début juillet, on ne veut pas tourner la page, on est obligé de se demander, bah ouais, mais comment on fait? Comment on fait pour pas la tourner? Comment on fait pour ce qui s'est passé pendant 6 mois, ce soit pas du passé et qu'on recommence tout à zéro? Parce qu'on n'est pas condamnés, nous toutes et tous ici, à tout, à chaque fois recommencer à zéro. Et la démonstration de cette mobilisation, alors qu'elle n'est pas victorieuse au niveau de sa revendication, c'est que justement on a appris des bagarres précédentes, on a appris de ce qui nous lie dans la jeunesse, dans le monde du travail. Ça, il faut qu'au bout d'un moment, ça nous aide, non pas à recommencer pour mieux faire, mais à recommencer pour gagner. Alors, les camarades l'ont dit précédemment, c'est pas comme si on était à Thônes, parce que rien que le mois de septembre, chaque week-end quasiment est pris. Il va y avoir le 23, bien sûr, et le 23, il faudra être nombreux, parce qu'en réalité, là, on n'a plus beaucoup de nouvelles des flics. Mais nous qui habitons dans le 92, pas très loin de Nanterre, on sait qu'il y a toujours des caméras, il y a toujours plein de flics, il y a toujours plein de contrôles dans tous les quartiers populaires de ce département. Alors on ira évidemment en disant pas de justice, pas de paix, mais comme le disait Thaïs, pas pour dire qu'il pourrait y avoir une police si elle était plus proche de nous et plus proche des habitants, plus proche de la jeunesse, serait mieux. Parce qu'à chaque fois qu'elle est proche des travailleurs et de la jeunesse, elle les blesse, elle les mutile ou elle les tue. Mais une semaine après, il y aura aussi une énorme mobilisation, en tout cas on l'espère, pour la défense de l'IVG, le 28 septembre. Bon, cette journée-là, c'est pareil, il y aura une manifestation, il y aura des manifestations un peu partout en France. Pourquoi on en parle encore? Bien sûr, on pourrait dire avoir un peu un mur des lamentations, la litanie des pleurs. Comment ça en 2023, on en parle toujours? Parce qu'on est obligé, parce qu'on n'a pas le choix, parce que la bourgeoisie, quand elle est à l'offensive, elle est sur tous les niveaux, sur tous les plans, sur tout ce qui concerne tous les pans de notre vie à nous. Et on doit lui répliquer en retour. On ne doit jamais courber les chines. La preuve en est, partout des gouvernements d'extrême droite se mettent en place. C'est une des premières mesures qu'ils prennent. Aux États-Unis, les lois les plus régressives se font sur la répression dans les quartiers populaires, dans la population noire et sur les droits des femmes, particulièrement le droit à disposer de son corps. Alors évidemment, nous on y sera pour dire qu'on est contre le retour à l'ordre moral, pour dire que nos corps, nos choix, nos vies. De même que l'on sera là le 13 octobre, et peut-être que c'est non pas là que les choses commencent à devenir sérieuses, mais là qu'il faut se poser sérieusement le problème. Comment c'est possible qu'après les 6 mois qu'on a eu, avec, je rappelle quand même, un moment un peu particulier, qui était celui de Sainte-Soline, où on a vu non pas, où on n'a pas découvert le problème des méga-bassines, mais globalement de toute la privatisation des ressources naturelles, mais on a vu ce que pourrait donner la possibilité quand en réalité des militants, des militantes, des travailleurs, des travailleuses, des jeunes, des activistes, à un moment donné, se retrouvent ensemble contre un État, contre sa police, mais plus généralement contre le sort que nous fait le capitalisme. C'était
toute petite échelle, mais on est obligé de se poser cette question-là. Comment nous, on contribue à ce qu'il y ait enfin, non pas sur un bout de papier, non pas les sempiternelles tribunes, même si elles sont utiles, non pas encore moins un programme électoral. Comment nous faisons pour qu'il y ait enfin une alliance qui se fasse entre tous ceux, toutes celles qui pendant des mois, et ils sont tellement nombreux ici pendant ces 3 jours, se sont bagarrés contre la réforme des retraites, contre tous ceux, toutes celles qui se battent au quotidien pour le droit à l'IVG, contre tous ceux, toutes celles qui se battent au quotidien pour quelque chose d'élémentaire dans les quartiers populaires, la justice, reconnaître les meurtres racistes de la police, rien que pour ça. Comment on fait pour que tous ceux, toutes celles qui se battent contre les oppressions au quotidien le fassent ensemble, Et le 13 octobre, ça va être une journée européenne pour le pouvoir d'achat, les salaires, c'est un vendredi. Tout le monde le sait, on ne va pas la faire à l'envers. Le vendredi est à bien des égards une journée de merde, traditionnellement en France, pour se mobiliser, pour faire grève et pour manifester. Parce que c'est pas bien calé. Mais est-ce qu'on en est vraiment là? On a le temps de le faire. Et donc ça veut dire de le préparer ensemble, de dès maintenant se poser la question. Comment tous ceux et toutes celles qui pendant 6 mois l'année dernière, mais tous ceux et toutes celles qui les années d'avant se sont mobilisés, ont tenté de mettre en place des cadres de regroupement, dès maintenant se pose la question de ne pas jouer ce qui va se passer dans les semaines et les mois qui viennent, seuls, chacun de leur côté, en concurrence, mais tentent loyalement, avec qui on est, ce que nous sommes, ce que l'on a construit, nos histoires un peu différentes, d'avoir une obsession. Comment on fait pour mettre un coup d'arrêt à ce gouvernement et au patronat? Comment on fait pour que notre gouvernement soit affaibli à tous égards, sur sa politique sociale en France bien sûr, sur sa politique répressive et réactionnaire, mais sur sa politique impérialiste aussi, partout dans le monde, et particulièrement en Afrique. L'affaiblir ici, c'est l'affaiblir partout. Alors évidemment, on profite de cette fête, et je vais finir avec ça. Nous on pense qu'ici, pendant 3 jours, il y a des milliers de travailleurs, de travailleuses et de jeunes qui vont repasser chaque jour un petit peu, qui vont venir au concert, mais qui viennent peut-être pas préalablement pour faire de la politique, mais qui vont sentir d'une manière ou d'une autre qu'ici on discute de politique. Et nous, c'est à tous ceux-là, on est pour, on va mener le débat contre Roussel, par rapport à Roussel, par rapport à Mélenchon, par rapport à tous ceux, toutes celles qui peut-être déjà n'ont qu'une cogite. C'est celle des prochaines élections, quelles qu'elles soient, c'est celle des prochaines institutions. Mais on sait aussi que là, dans toute la masse de ceux et celles qui sont venus à cette fête, il y a tous ceux qu'on a croisés, toutes celles avec qui on a lutté. On a envie d'engager la discussion avec elles. Pas la discussion sempiternelle politique, mais comment on fait pour mettre un coup d'arrêt aux capitalistes et à la bourgeoisie. C'est à ça qu'on voudrait être utile, au moins sur ces 3 jours. Et je vais donc maintenant laisser la parole à Gaël, donc postier licencié, syndicaliste à Sud-Post 92 et membre du NPA. Alors, est-ce qu'on entend bien? Ouais, ça fait OK. Donc effectivement, Gaël, postier licencié et membre du nouveau parti anticapitaliste. D'abord, on est extrêmement content d'être ici à la Fête de l'Humanité. Et pas juste parce qu'il y a de l'animation musicale tout au long de notre prise de parole, puisque ça fait partie de la bonne humeur, mais aussi parce qu'en fait, on est dans une fête dans laquelle il y a, comme Armelle l'a dit, des dizaines de milliers de travailleurs, travailleuses, de jeunes. Une fête dans laquelle aussi on peut avoir un débat démocratique, contradictoire. Enfin, ici, on ne s'est pas empêché de dire ce qu'on pense, y compris sur la politique de la direction du Parti communiste. Et ça, quelque part, quand même, je crois que c'est un élément important, parce que si on veut être capable d'avancer dans l'opposition qu'on doit mener à la politique que mène le patronat, dans l'opposition à la politique que mène Macron, eh bien évidemment, il va falloir à la fois mener les débats de manière serrée et être capable aussi de discuter de comment on intervient dans la lutte des classes. Et c'est pour ça qu'on est un peu étonné qu'en fait, cette fête de l'humanité, elle soit fondamentalement polarisée sur une question qui est la question de l'unité. Alors tu pourrais dire l'unité,
pour la grève, l'unité pour faire la convergence des bagarres dans les quartiers, de la jeunesse, des gilets jaunes, des travailleurs et des travailleuses qui sont en grève sur le salaire. Non, apparemment, ce qui polarise essentiellement les discussions autour de l'unité, c'est de savoir ce qu'on va faire dans les élections présidentielles de 2027. C'est de savoir ce qu'on va faire dans les élections européennes qui arrivent. Et ben nous, on le dit, évidemment, en tant que communistes et révolutionnaires, on n'a pas de problème et on pense que la question des élections est une question importante. Mais on leur donne une place qui est sa juste place, celle d'un thermomètre de la lutte des classes, celle d'un thermomètre qui permet d'identifier quels sont ces rapports de force, et celle d'un thermomètre aussi subjectif qui permet de voir où en sont les partis politiques de la gauche institutionnelle ou de la gauche révolutionnaire. Nous, on a envie de mettre au centre la discussion autour de l'unité de notre classe. Encore plus quand ça a été dit là, qu'on est dans une situation dans laquelle, une fois même après le 6 juin qui était la dernière mobilisation sur la bataille des retraites, où il y a eu des mobilisations, des émeutes dans les quartiers populaires qui ont réagi à la violence raciste et à la violence de classe de ce gouvernement et de cette police. On a envie de discuter en fait, est-ce qu'il n'y a pas d'autre alternative que celle en fait d'être, comme on nous l'a présenté pendant 6 mois de bataille des retraites, soit dans l'intersyndicale nationale et les appels aux journées d'action, soit à l'extérieur. Nous on le dit aujourd'hui, il est possible de gagner. Depuis 2016, on ne remporte pas de victoire au niveau national, que ce soit sur la loi travail, que ce soit sur la question des retraites, que ce soit dans les mobilisations de la jeunesse ou des gilets jaunes ou de l'occupation des places. Mais toutes ces mobilisations depuis 2016, elles ont accumulé des expériences. Elles ont permis que justement on tire, qu'il y ait des militantes et des militants, organisés ou non, dans des partis politiques, dans des syndicats, qui tissent des liens et qui tirent des bilans ensemble. On se rend bien compte que si aujourd'hui, la combativité qui est celle des gilets jaunes, la combativité qu'on a vue dans les quartiers en juillet dernier, si la force de la grève, lorsqu'elle paralyse, lorsqu'elle bloque, comme en 2019, avec la bagarre des transports, avec la bagarre de la SNCF, si on donne ce caractère massif des manifestations qu'on a connues pendant la bataille des retraites, avec des pics records, avec des manifestations qui poussaient au cul, en fait, les directions syndicales à devoir continuer à appeler des mobilisations. On voit bien que si tout cela converge, agit au même moment, eh bien la bascule, elle se fait. Et la peur d'un Macron à l'Élysée d'étudier les plans pour s'échapper, c'est l'ensemble du patronat, en fait, qui posera ce problème-là. On a envie de discuter de cette unité-là, de l'unité de notre classe et de sa capacité à en fait être capable de renverser la table et de faire en sorte que justement on impose des victoires. Ça a été dit, c'est pas les luttes qui manquent. Et là, y compris, on va pas toutes les citer. Le 23, on sera en manif. Le 30, on sera en manif. Le 13 octobre, on sera en manifestation. Mais on a besoin d'un plan de bataille qui permette d'unifier tout ça. Et ça, c'est le rôle des organisations révolutionnaires. C'est le rôle aussi de militantes et de militants qui se sont confrontés. On nous dit aujourd'hui, il faudrait occuper les préfectures, les pompes à essence et je ne sais quoi. Mais occupons tout. Notre problème, c'est pas de dire « Oh, ça va trop loin, c'est trop radical ». Notre problème, c'est de dire ces occupations-là, sans grève, sans blocage de l'économie, sans en fait une réalité comme on l'a connu en 95, en 2019, d'une mobilisation de l'ensemble de notre classe, elle ne permettra pas de faire trembler le patronat, elle ne permettra pas de faire trembler les Arnaud, les Total. Et c'est de ça dont on a besoin, qu'ils tremblent de la force que représente notre classe lorsqu'elle s'unifie et lorsqu'elle frappe ensemble. Et oui, nous sommes opposés à toutes leurs politiques racistes, à leurs politiques racistes et islamophobes, qui visent, comme ça a été dit par les camarades, à en réalité diviser notre classe, à faire de la diversion. Aujourd'hui, leur problème, c'est pas les manques de profs, ça serait les abayas dans les lycées et dans les universités. On leur dit une chose claire, nous ne tergiverserons jamais face au racisme, nous ne tergiverserons jamais face aux attaques à une partie de notre classe. Mais on le dit aussi, pour remporter la victoire face à ces oppressions, face au racisme, il faut que l'ensemble de notre classe se mobilise. Il faut que l'ensemble de notre classe
mobilise. Et la question de l'inflation, la question des salaires, elle est centrale aujourd'hui. Et nous, c'est de ça dont on voudrait discuter en termes d'unité. Pas de savoir si la station-service c'est trop radical, ou si on ira tout seul en 2027, ou aux européennes, ou si c'est possible de faire un dénominateur commun autour de Ségolène Royal. On a envie de se retrouver autour d'une table pour discuter de quand est-ce qu'il y a réellement un point de départ de blocage de l'économie, de grève, qui pose la question du pouvoir des travailleuses et des travailleurs. Et c'est possible le 7 mars dernier, si l'intersyndicale, au lieu de dire faut se saisir du 8 mars et du 9, qui est la journée des jeunes, ou si au moment où tu avais le truc le plus antidémocratique qu'on ait vu dans ce Parlement, qui est pesé de la gueule, qui est le 49.3, si la manifestation, au lieu d'être appelée la veille, parce qu'il y avait une sombre commission qui allait discuter du vote, se faisait au moment du 49.3, comme l'irruption a donné de la jeunesse, des travailleurs et des travailleuses, et en particulier de ceux qui étaient organisés avec le mouvement étudiant autour de la coordination nationale étudiante. C'est possible de gagner, c'est possible d'imposer un autre rapport de force, et le NPA veut participer à cette unité-là. Alors oui, on le dit fraternellement, en sororité, avec l'ensemble des camarades, on vous le dit, notre discussion en fait les camarades, c'est pas est-ce que je vais choisir Mélenchon ou Roussel. Notre discussion en réalité, est-il possible d'imaginer des jours heureux sous le capitalisme, sous l'exploitation? Est-il possible de parler de démocratie sous le capitalisme? Est-il possible en fait de penser qu'il peut y avoir cohabitation entre le pouvoir de la majorité, c'est-à-dire le pouvoir des travailleurs et des travailleuses, sous l'exploitation et le maintien des patrons, fussent-ils français, fussent-ils de notre industrie? Non, cette délimitation de classe, cette indépendance de classe, elle est fondamentale. Et si elle n'existe pas, le problème c'est pas savoir si on aime le végé ou si on aime la bonne viande. Le problème il est de savoir si on veut en finir avec le pouvoir du patronat. Et face à ça, on le sait, ça veut dire que tous ceux et toutes celles, quelle que soit leur organisation syndicale ou politique, ceux qui se sont mobilisés depuis 2016, il faut qu'au-delà de leur organisation, ils tissent des liens, ils discutent de grève, dans leur boîte, dans leur service, dans leur lieu d'études, dans leur quartier, ils se coordonnent, ils fassent de chaque petite étincelle la possibilité d'une explosion généralisée. Mais il faut aussi, les camarades, construire des organisations révolutionnaires, des partis révolutionnaires, des partis communistes qui assument ce discours dans l'entreprise, dans le quartier et également dans les lieux d'études, qui assument le fait de dire qu'aujourd'hui, il ne pourrait pas y avoir de sauvegarde, ni nos vies, ni de la planète, sans une organisation révolutionnaire, sans un parti révolutionnaire. Et oui, on le dit fraternellement à l'ensemble des camarades qui sont dans cette fête, mais on le dit aussi de manière forte et ferme, il y a urgence, mais cette urgence, elle implique un événement individuel qui doit s'organiser de manière collective, dans le cadre d'organisation et dans le cadre de partis. Sur les élections, notre organisation n'a jamais tourné le dos à ces échéances. Elle ne le fera pas, ni pour les européennes, ni pour d'autres échéances. Mais elle le fait aujourd'hui en disant leur priorité. La priorité, c'est la lutte des classes, notre intervention dans cette lutte des classes, et pas d'essayer de faire un coup pour enfoncer des coins. L'unité de notre classe vaut beaucoup plus que ça, et on le dit, depuis notre niveau, depuis notre implantation, avec une petite organisation, mais qui a une capacité d'intervention et qui veut la décupler. Merci à vous les camarades. Merci à toutes et tous. Donc c'était notre premier tour de chauffe pour cette rentrée sociale politique à une échelle bien sûr très très large et très grand public. Avant qu'on se quitte, une proposition bien sûr. On peut rester là encore un petit peu, discuter autour d'un verre. Il y a même des sandwichs. On vous propose aussi d'acheter notre journal. Il est tout neuf, il est sorti, c'est le numéro 5. Il est sorti à l'occasion de cette fête, donc vous pourrez